Bonjour à tous, c'est Benjamin Poiré. Je suis accompagné aujourd'hui de Clément, qui est juriste formaliste chez nous et qui s'occupe de pas mal de choses, notamment la formation des nouveaux collaborateurs chez nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est assez intéressant, c'est le sujet des immatriculations, les bonnes pratiques pour passer du premier coup. C'est un sujet qui est très important et on souhaite passer dessus aujourd'hui avec Clément parce que finalement, dans une immatriculation, on va retrouver l'ensemble des éléments qu'on va être amené ensuite à déposer dans la plupart des formalités modificatives ou dans la plupart des formalités de radiation. Notre webinaire va essayer d'être court, comme d'habitude. On va essayer d'être sur une trentaine de minutes au maximum. Et on va le séparer en 4 parties. Tout d'abord, le guichet unique avec son contexte 2025, comme d'habitude. Clément va nous parler des étapes clés d'une immatriculation réussie. On parlera des infos du moment, comme à chaque fois on essaie de vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'actualité guichet unique. Et ensuite, une petite session questions-réponses. Alors attention, nous avons un petit décalage avec vous d'une trentaine de secondes. Ça veut dire qu'on reçoit vos commentaires un peu plus tard que le moment où vous les écrivez. Donc n'hésitez pas à commenter en allant durant le webinaire. Ça nous permettra de pouvoir vous répondre, même si c'est un peu décalé. Malheureusement, LinkedIn nous impose cela. Alors, aujourd'hui, MSB Formalité, c'est quoi? C'est un cabinet spécialisé dans l'externalisation des formalités juridiques. J'en suis le fondateur, nous sommes à peu près 25 et ce cabinet a été créé en 2021. Aujourd'hui, nous gérons une dizaine de milliers de formalités par an. Sur 4 ans, nous sommes passés de 3 à plus de 25 collaborateurs, ce qui représente à peu près 600 études ou clients satisfaits. Euh, Vous avez à disposition notre organigramme, donc avec Sabrina et moi-même qui sommes cofondateurs, anciens des greffes, notre équipe de direction avec Angie, Alexis et Tristan, et ensuite on va avoir tout un pôle, alors le pôle annexe avec Mélissa, Antoine et Jonathan qui s'occupent de tout le back office de la communication, etc., sans qui on ne pourrait pas aujourd'hui faire des webinaires de cette qualité. On va avoir notre équipe d'assistantes avec les assistantes de direction, les assistantes juridiques, et puis on va avoir un pôle de juristes formalistes chez nous. Alors on n'a pas tout le monde, ça a encore bougé récemment, mais grosso modo aujourd'hui il y a une quinzaine de formalistes chez MSB qui travaillent avec nous. Voilà, vous nous connaissez, maintenant on rentre dans le vif du sujet avec le guichet unique, c'est son contexte 2025. Alors, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que le rôle premier du guichet unique, ça a été de supprimer les différents CFE et de créer un interlocuteur unique. Ça, c'était la base, souvenez-vous-en. Depuis le 1er janvier 2025, ce guichet est la seule voie possible pour déposer l'ensemble des formalités existantes en France, à l'exception de quelques dossiers, je pense notamment aux rapports de radiation d'office qui parfois peuvent être déposés directement au greffe ou au dépôt des comptes pour lesquels il est resté possible de faire des dépôts papier, notamment pour lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, etc., etc. Ce guichet unique, il s'améliore, mais à ce jour, il est toujours très critiqué par les professionnels du droit et du chiffre, notamment parce qu'il y a eu des bugs, de très 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 gros bugs au départ, de plus en plus fins au fil des temps, mais malheureusement encore aujourd'hui, on se retrouve confronté à certains bugs et surtout en fait à une absence de personnes ayant des capacités nous permettant d'avoir une réponse ou un déblocage immédiat. C'est ce qui a créé une énorme frustration euh, chez la plupart des professionnels du droit et du chiffre, et même chez nous les formalistes, il faut le dire, puisque nous encaissons pas mal de dossiers dans l'année, et quand on n'a pas les réponses appropriées, c'est toujours un peu compliqué. Des petites statistiques pour 2025, le nombre d'immatriculations est en baisse, nous sommes à moins 3% sur la même période, et ce qu'il faut noter, c'est que le fonctionnement du guichet unique par rapport aux créations des sociétés, lui, n'a pas du tout évolué. On avait eu cette refonte un peu graphique qui avait été faite en son temps par rapport au portail, mais elle n'avait pas eu d'impact sur la procédure de dépôt des formalités. Vous avez une image qui est à votre disposition sur le fonctionnement du guichet unique pour la création d'entreprise. On va retrouver le tuyau
habituel et qui a été un peu modifié. Donc le déclarant dépose sa demande sur le guichet unique. On va avoir une préattribution du numéro sirène par les services de l'INSEE. Le guichet unique va ensuite faire le transfert jusqu'à l'autorité compétente. Donc ça va être parfois les greffes pour les sociétés civiles, parfois la CMA pour tout ce qui est chambre des métiers, artisanat, la MSA ou les activités libérales. Une fois que l'immatriculation est validée, on reprend le tuyau du guichet unique et ensuite on va avoir une transmission qui va se faire sur les contrôlants, notamment la DGFiP, les impôts, l'URSSAF, la diffusion publique, data.inpi, sur lesquels viennent se brancher notamment Paper, Société.com, etc. Et puis vous, le déclarant, vous arrivez en toute fin du tuyau et vous récupérez votre extrait CABIS, votre extrait RBE, et puis les synthèses définitives validées. Avant, c'était un peu différent, on ne va pas revenir là-dessus, mais grosso modo, le guichet unique a permis pour les immatriculations de pouvoir centraliser l'ensemble des éléments, l'ensemble des valideurs et l'ensemble des contrôlants sur une même plateforme à travers un portail unique. Et ça fonctionne plutôt bien. Avec la disparition des CFE, le guichet unique, c'est aussi du coup devenu l'unique interlocuteur des greffes. En cas de rejet, les greffes renvoient systématiquement les professionnels vers le guichet unique, donc lorsqu'il manque certains éléments du dépôt, et le guichet unique de son côté vous renverra systématiquement vers les greffes. C'est là où on rentre un peu parfois dans une boucle infinie, c'est que le greffe, si ce n'est pas de son ressort, vous renvoie vers le guichet unique si c'est un problème de forme et pas de fond, et le guichet unique vous renverra systématiquement vers le greffe si il estime que c'est pas sa plateforme qui bug. Donc parfois, on tourne en rond, on ne trouve pas d'issue, et à ce moment-là, il faut trouver un moyen soit détourner, soit avoir un interlocuteur, soit recommencer le dossier, mais il n'existe pas 10 000 solutions nous permettant de sortir de ces boucles infinies. Souvent, c'est le greffier qui va plier ou nous accorder une exception de saisie d'un dossier, mais à part ça, on n'a pas tellement de solutions aujourd'hui. Voilà pour la présentation de la mise en place du guichet unique et de son impact par rapport aux formalités d'immatriculation. Clément, je te laisse continuer. Premier webinaire pour Clément qui nous accompagne aujourd'hui. Et tu vas nous parler donc des 5 étapes clés d'une immatriculation réussie. Effectivement. Alors, concernant les 5 étapes clés d'une immatriculation réussie, on va commencer dans un premier temps avec une analyse préalable. C'est-à-dire qu'avant même de constituer l'entièreté du dossier, on va voir qu'il y a pas mal de questions qui sont quand même assez importantes. Pour répondre à ces questions, on peut notamment céder des statuts. On va retrouver par exemple les questions telles que quelle est la forme juridique de la société, qui sont les gérants, qui sont les associés, la société démarre-t-elle avec une activité et si oui, quelle est l'activité? C'est un élément qui est quand même assez important. On a aussi une question quant à la nature de l'imposition des bénéfices, l'imposition de la TVA. On a également une interrogation sur l'origine du fonds. Est-ce que ça va être une origine sur achat, sur création? On va également demander quel est l'effectif salarié. Et enfin, d'autres questions comme le nom commercial ou encore l'existence d'une enseigne. Et ça, c'est des questions qui sont très importantes et qui sont préalables finalement à la constitution du dossier. Donc c'est pour ça, Clément, que souvent les clients nous disent mais vous nous posez énormément de questions, finalement est-ce qu'il ne faudrait pas le faire nous-mêmes? En fait, ce que je comprends bien, c'est que si on n'a pas la réponse à ces questions, eh bien on ne pourra pas saisir un dossier parce que c'est des éléments indispensables, c'est ça? Exactement. Parmi ces questions, on a quand même pas mal d'éléments bloquants. Je sais que l'un des éléments bloquants qui a été ajouté dernièrement par l'INPI, c'est l'effectif salarié, par exemple. Souvent, quand on demande à nos clients de répondre à ces questions, le client nous dit qu'avant, on ne posait pas ces questions. C'est normal, c'est l'évolution du guichet unique, c'est l'évolution de l'INPI. Il y a des choses qu'on n'avait pas demandé avant puisqu'on pouvait faire sans. Maintenant, on a quand même pas mal d'éléments bloquants. Et si on pose la question à nos clients, c'est qu'il y a un intérêt. C'est pas uniquement pour vous embêter. C'est l'INPI qui nous oblige à fournir ces informations-là.
Une fois du coup que cette analyse préalable a été effectuée, on passe donc à la constitution du dossier véritablement. On retrouve un socle commun au niveau des pièces, peu importe la forme juridique. Parmi ces pièces communes, on retrouve la déclaration de non-condamnation et de filiation pour chacun des dirigeants, une pièce d'identité en cours de validité du ou des dirigeants, les statuts de la société, une attestation de domiciliation et un justificatif de siège social. On verra dans la suite du webinaire que les greffes sont quand même assez exigeants au niveau de ces pièces et qu'elles doivent répondre à certaines formes. Mais on verra ça par la suite. Donc ça, c'est une liste qu'on pourrait dire commune, c'est-à-dire que peu importe la forme, qu'elle soit civile, commerciale ou agricole, on aura à fournir ces justificatifs-là. Et on voit également qu'en plus de ces pièces qui sont communes, on a également des pièces à ajouter qui dépendent effectivement de la forme juridique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on va également retrouver des pièces en fonction de l'activité. C'est-à-dire que dans le cadre d'une activité artisanale qui serait réglementée, par exemple, on aura à fournir à la Chambre des métiers et de l'artisanat un certain nombre de pièces justificatives qui peuvent être soit des diplômes, soit le justificatif d'expérience professionnelle. On a également un certificat de dépôt des fonds, qu'on retrouve notamment pour la SAS, les pièces d'identité de chacun des associés, là on sera surtout sur les sociétés civiles type SC, SCI, SCCV, etc. On aura un justificatif de parution dans un journal d'annonce légale. Là on le retrouve quand même pour pas mal de sociétés, on a quelques exceptions, notamment en fonction de l'activité. Euh, on a également une exception pour la SNC où il ne faut pas uniquement justificatif de parution, mais encore plus que ça. Et on a également la liste des souscripteurs qui s'adresse en partie au SAS également. Une fois que ce dossier est constitué, qu'on a rassemblé l'ensemble des pièces nécessaires à l'immatriculation, en fonction du coup de la forme, mais également de l'activité, il y a de notre côté des points de contrôle à effectuer. Parmi ces points de contrôle, on retrouve par exemple sur la déclaration de non-condamnation et de filiation, le nom de la mère doit être nécessairement son nom de jeune fille. C'est très important, auquel cas le greffe pourrait nous rejeter le dossier. Donc c'est un élément très important. Également, on a eu le cas, nous, au cabinet, de clients qui ne connaissaient pas leur père, par exemple, dont le père était inconnu ou encore décédé. Et l'erreur à ne pas faire serait de ne rien renseigner. Il faut forcément indiquer que soit le parent est inconnu, ou encore qu'il est décédé, ou disparu, peu importe d'ailleurs. Ensuite, on a également les cartes nationales d'identité, qui peuvent être valables 5 ans après la date de péremption. À noter d'ailleurs que pour qu'il y ait une validité supérieure de 5 années, il faut qu'au moment de la délivrance, la personne était majeure, soit majeure. Pardon. Également, si on entame une procédure de renouvellement de cette carte d'identité, elle ressortira invalide auprès de DocuScan, qui est l'outil utilisé par les greffes. Ensuite, on a également un point d'attention au niveau des statuts. S'ils sont authentiques, ils doivent nécessairement comporter le sceau du notaire. C'est une obligation, on n'a pas le choix. Par ailleurs, si il ne mentionne pas la nomination du ou des dirigeants, un PV de nomination peut également être ajouté au dossier. Donc ça, c'est une pièce supplémentaire qu'on peut avoir en fonction de la méthode de rédaction des statuts, finalement. L'attestation de domiciliation, quant à elle, doit être signée par la personne figurant sur le justificatif de siège. Donc, si vous nous fournissez un justificatif de domicile, comme une facture EDF, avec le prénom et le nom d'une personne, cette même identité doit se retrouver sur l'attestation de domiciliation pour autoriser la société à fixer son siège dans le bâtiment visé. Le justificatif du siège social, quant à lui, doit être de moins de 3 mois. Tout en précisant par la même occasion quand même que tous les justificatifs ne sont pas autorisés au greffe. Le justificatif qui fonctionne le mieux est la taxe foncière. Seulement, il faut que sur la taxe foncière, l'adresse soit correcte.
ce qui n'est pas le cas de toutes les taxes foncières. Donc on peut également joindre tout ce qui est facture d'énergie. Je pense aux factures de gaz, je pense aux factures d'électricité, aux factures d'eau. On peut également fournir une attestation de propriété ou encore un certificat d'adressage de la mairie. Mais la liste est quand même assez réduite et il ne faut pas se tromper à ce niveau-là. Le certificat de dépôt des fonds, quant à lui, doit être signé à une date antérieure ou égale à celle des statuts. Également, s'il s'agit d'une banque, il doit y avoir le tampon de la banque. Donc ce sont également tous ces éléments-là, finalement, sont des éléments pour lesquels on pourrait vous rejeter votre dossier. Donc c'est des éléments sur lesquels il faut faire très attention. Et les demandes également évoluent au niveau des greffes. Je sais que par exemple sur le certificat de dépôt des fonds, je sais qu'ils étaient plus tolérants, c'est-à-dire qu'avant, concernant les SARL, on pouvait leur déposer le certificat de dépôt des fonds. Désormais, ils sont de plus en plus de greffes à ne plus vouloir du tout le certificat de dépôt des fonds et à faire un rejet pour cela. Donc les demandes évoluent, nous on s'adapte. On a la chance d'envoyer quand même beaucoup de dossiers auprès de pas mal de greffes en France. Donc ça nous permet d'établir une liste de toutes ces spécificités, parce qu'il n'y a pas que celle-là, effectivement. On avait par exemple d'autres greffes qui nous demandaient encore la version papier de l'acte authentique. Maintenant, c'est terminé, si je dis pas de bêtises. Normalement, l'intégralité des greffes en France concernant les immatriculations accepte le format dématérialisé, mais certains le refusent encore pour d'autres formalités, comme des donations par exemple. Et enfin, la liste des souscripteurs. Celle-ci doit être datée et signée par le président, pas par le notaire ou l'avocat, mais vraiment par le président de la société. On utilise le terme président parce qu'on sera sous la forme d'essai dans ce cas-là. Et c'est très important que ce soit le président et personne d'autre qui signe cette pièce. Donc vous voyez, comme Clément vient de nous le dire, en fait, dans la formalité d'immatriculation, c'est là où on va retrouver l'ensemble des pièces qui servent à accomplir quasiment l'entièreté des formalités existantes sur le panel français. Je pense que c'est là aussi où vous commencez à comprendre le rôle d'un formaliste. C'est que pour chaque pièce, vous avez des particularités. Là, on a fait les particularités qui sont les plus simples, mais il y a aussi des dispositions qui sont prévues, notamment pour les personnes avec des titres de séjour. Je pense notamment aux ressortissants algériens qui ont des dispositions particulières. Sur les statuts, on va parfois être embêtant sur des mentions, sur des tampons. En fait, chaque pièce potentiellement peut être remise en question par un greffe. Nous, on a la chance, tu viens de le dire, d'avoir à peu près 10 000 dossiers par an, ce qui nous permet d'avoir une vision globale de ce qu'attendent à peu près les greffes de notre part. Et surtout, ça nous permet de monter le niveau de demande par rapport à nos clients pour s'assurer que les pièces qui vont être demandées et déposées dans nos dossiers ne soient pas rejetées parce que tel greffe pratique telle méthode sur le contrôle de cette pièce-là. C'est parfois parce que le greffier local a cette pratique depuis longtemps, mais c'est aussi parfois parce que le climat local, si je peux me permettre cette expression, va être particulier. On va être dans une zone où il y a plus de blanchiment d'argent, on va être dans une zone où il y a certains problèmes particuliers par rapport aux justificatifs, et dans ce cas-là, il arrive que le greffier soit plus sévère par rapport à une demande de pièces, par rapport à un acte, par rapport à des signatures, malgré qu'il y ait des dispositions qui soient peut-être un peu plus larges dans les différents codes en fait. Voilà pour ça, je te laisse continuer sur le dépôt sur le guichet unique. Exactement, donc une fois que le contrôle de ces pièces a été effectué, qu'on demande à nos clients en général de modifier quelques pièces, puisqu'il y a quand même souvent des petites choses qui ne vont pas, et on a la possibilité de leur dire avant d'avoir un rejet, donc c'est toutefois appréciable. On va passer par le dépôt du dossier sur le guichet unique. On a pas mal d'enjeux, parmi lesquels on retrouve la catégorisation de l'activité de la société au niveau de la saisie sur le guichet unique. Pour cela et pour nous aider, on a notamment la nomenclature d'activité française qui est fournie par l'INSEE, qui nous permet de nous aider en fonction de notre activité. On peut également utiliser d'autres méthodes, parmi lesquelles la recherche sur papers d'autres sociétés ayant une activité principale similaire à la nôtre, ce qui permet d'identifier leur code APE.
et de vérifier que le nôtre correspond bien à ce qui se fait normalement pour ce type d'activité. Euh, c'est très important la catégorisation de l'activité, mais il faut quand même préciser que c'est pas cela finalement qui va réellement nous donner le code APE. C'est-à-dire que la catégorisation de l'activité dans la saisie sur le guichet unique permet surtout au dossier de prendre le bon chemin. Quand je parle de chemin, c'est-à-dire que le guichet unique, une fois qu'on aura saisi notre dossier, va envoyer ce même dossier à différents organismes qu'on appelle organismes valideurs. Pardon. Pour tout ce qui est lié au commerce, toutes les activités commerciales, on sera par exemple au greffe. Par contre, si on a une activité qui est une activité artisanale ou même agricole, le dossier sera envoyé à la MSA ou encore à la CMA. Donc c'est l'enjeu de la catégorisation n'est pas seulement le code APE, ou je pourrais même dire n'est pas le code APE, c'est surtout d'envoyer le dossier finalement au bon endroit. Donc ça reste effectivement très très important. Ensuite, on a un deuxième gros, voire même très gros enjeu au niveau de la saisie, c'est la déclaration des bénéficiaires effectifs. Le greffe du tribunal de Paris nous met à disposition, afin de nous aider, des schémas, il y en a 15, qui reprennent une pluralité de situations et qui nous permet de bien renseigner la déclaration des bénéficiaires effectifs. Il faut quand même préciser que dans ces 15 schémas, on a également des schémas qui ne sont pas forcément mis en application par les greffes eux-mêmes. Il faut le savoir, je dirais que sur 15 schémas, on en a 2 ou 3 qui ne sont pas appliqués en pratique, mais ça nous aide quand même à comprendre d'une manière générale le système de déclaration des bénéficiaires effectifs. Là où on peut avoir quelques difficultés, c'est en présence d'enfants mineurs associés, par exemple. Parce qu'on va devoir faire une répercussion des droits de vote, et cette répercussion se fait au niveau des parents. Donc la règle étant qu'un mineur ne pouvant avoir de droit de vote dans une société, ces derniers sont intégralement confiés à son ou ses représentants légaux, qui sont en général du coup ses parents. Il faut quand même noter que même s'il ne peut pas avoir de droit de vote, il peut quand même détenir du capital de cette société. Donc un enfant mineur en soi peut être bénéficiaire effectif. Seulement il sera bénéficiaire effectif au titre de sa détention en capital et non au titre de sa détention en droit de vote. Donc ça c'est important. De la même manière, on a des greffes qui interprètent cela de manière différente. Certains vous nous demandez de répercuter en pleine propriété au niveau des parents, mais à titre personnel, j'ai déjà des exemples où le greffe de Quimper, par exemple, m'a demandé de les mettre en indivision. Donc là-dessus, on a également des interprétations. On peut s'aventurer à leur demander sur quel texte ils se basent pour faire ces rejets-là. Souvent, la réponse sera une circulaire interne. Donc c'est assez compliqué de leur tenir tête à ce titre. Et enfin, on a le suivi du coup jusque la validation du dossier. Donc une fois que la formalité est déposée, qu'on a bien rempli notre déclaration des bénéficiaires effectifs, qu'on a bien catégorisé notre activité et qu'on a rempli tout ce qu'on avait à remplir et qu'on a joint les pièces au dossier, il reste quand même quelques étapes avant d'obtenir le CABIS. Il y a toujours des possibilités de rejet, même avec tous ces points de vérification, etc. Il peut arriver qu'on ait des rejets. Souvent, il faut quand même préciser que ces rejets sont, j'ai envie de dire, à l'initiative du client, c'est-à-dire que souvent on propose au client de modifier les pièces, et le client peut quand même nous répondre de tenter le dépôt en l'état, et c'est quand même souvent dans ces cas-là où on se retrouve avec des rejets, pas forcément tout le temps, mais on va dire que les 3 quarts du temps c'est dans ce type de situation. Et on rencontre également régulièrement des rejets où le contrôleur au greffe se montre plus exigeant qu'à l'accoutumée, ou encore se trompe. Ça arrive également, faut pas oublier que dans les greffes, on a quand même des humains, les contrôleurs sont des personnes humaines, l'erreur est humaine, on peut en faire nous de notre côté, et bien évidemment que le contrôleur du dossier peut faire des erreurs, et dans ce cas-là, pas de panique, il suffit de prendre le téléphone, de les appeler, de leur dire qu'il y a une erreur et de revérifier le dossier. Ils vont le faire, et ils vont vous valider le dossier s'ils se rendent compte qu'ils sont en tort. Donc là-dessus, pas de panique.
C'est un peu le sujet qu'on entend partout depuis des années, le traitement des greffes et les aléas entraînés par les rejets. Euh, Moi, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que on pourra pas y faire grand-chose dans la plupart des cas. Les greffes, ce sont des charges, ce sont des officiers ministériels et publics, tout comme les notaires qui ont une entreprise à faire tourner avec ses aléas. On a parfois des collaborateurs en face qui sont certainement juniors ou apprentis. Moi, je pense à la période où les bénéficiaires effectifs avaient été, le RBE venait d'être créé et il y avait des stagiaires à tour de bras pour pouvoir gérer ça au niveau des greffes. Vous avez parfois aussi des personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont des pratiques anciennes qui ne mériteraient plus d'être pratiquées. Je pense aussi de source sûre que le CNGTC et les greffiers connaissent ce problème, qu'ils y travaillent. Nous, on a notamment été contactés plusieurs fois par des greffiers afin de savoir quelles étaient les pratiques de leurs confrères, comment ils pouvaient peut-être résoudre ce problème-là. Et je pense que, en effet, ils ont tout intérêt à aller vers une unification des pratiques. Après tout, la liste des pièces justificatives est prévue par les textes. L'interprétation des textes, il faut qu'elle se fasse de manière commune. Et à ce jour, c'est le seul sujet important qu'on puisse reprocher au greffier, puisque à côté de ça, le taf est fait, il y a de la réponse quand on a besoin, et même si c'est pas toujours facile, on trouve quand même dans 99% des cas toujours une solution, peu importe le greffe avec lequel on va travailler. Donc Clément l'a très bien dit, je le récapitule. Dans un premier temps, on vérifie si votre rejet est motivé. Si c'est pas le cas, on appelle le greffe. Si le greffe est normalement constitué, et ils le sont tous, ils vont regarder ce qui a été demandé, reprendre le dossier et vous confirmer ou pas le rejet en devant se baser sur des arguments. Et puis, en fonction des arguments, soit vous pliez parce que l'argument du greffe est conforme à ce qu'il demande, soit vous n'êtes pas d'accord et vous avez toujours des solutions. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés qui existe, qui se tient à côté du greffier et qui lui va pouvoir, par voie de requête, examiner la situation que vous lui présentez, regarder les arguments qui ont été émis par le greffe et regarder les vôtres, et puis rendre une décision, parfois sur une dispense de pièces, parfois sur la validation d'un dossier ou sur son refus. Donc il y a plein de solutions, faut pas vous inquiéter. Et en général, on arrive toujours à ses fins si on fait ça avec politesse, bienveillance et respect, autant envers les greffiers qu'envers le guichet unique. Il faut jamais être dans la frustration, il faut vraiment travailler en bienveillance, sinon de toute manière, vous allez y perdre la tête. Alors, merci Clément pour cette longue partie. Avec plaisir. J'espère qu'elle vous a été satisfaisante. Vous avez à peu près toutes les clés pour pouvoir gérer une formalité d'immatriculation correctement aujourd'hui sur le guichet unique. Alors moi, je vais vous parler des infos du moment. Je pense que c'est toujours bien de se faire un petit récap de ce qui s'est passé sur le marché de la formalité, sur les évolutions du guichet unique, etc. Ces infos-là, on les récupère parfois directement sur les évolutions par décret, parfois grâce à nos confrères qui sont très en avance sur les infos, et donc on se permet de vous les restituer aujourd'hui. Pour commencer, on a des nouveautés concernant l'ouverture de la possibilité de domicilier les personnes physiques libérales auprès d'une société de domiciliation. La Direction générale des entreprises a estimé que le code de commerce n'interdit pas ce recours à une société de domiciliation. Donc grande nouveauté, ça c'est une super nouvelle. Ensuite, pour le RNE, il y a un stock de levée de radiation d'office qui a été mis à jour. On a toutefois des données auprès de l'INSEE qui sont pas correctement renseignées suite aux mises à jour des sociétés par rapport aux radiations d'office qui ont été faites. Les greffes communiquent normalement au RNE d'office les levées de radiation. Il ne devrait plus y avoir de soucis. En tout cas, ça tend à se mettre à jour au niveau du RNE. C'est assez important puisque, comme on le dit depuis à peu près un an, le RNE, c'est le registre qui va normalement prendre le pas
sur le registre du commerce et des sociétés. Il va pouvoir, cet extrait, être demandé notamment dans des appels d'offres. Ça a déjà arrivé en ce début d'année 2025. Et il faut que ce soit mis à jour, il faut que ce soit systématiquement une information qui soit véritable et vérifiable, à l'instar de l'extrait CABIS, qui est la star de la conformité aujourd'hui pour le moment. Donc attention à ça. Petite astuce de formalisme, mais vérifiez systématiquement votre RNE. Quand vous faites une formalité, on le vérifie avant, on fait notre formalité et on le vérifie après pour s'assurer que tout soit bien transmis. Pour les brouillons, désormais, pour passer une formalité après un bug de l'INPI, il faut régénérer un nouveau brouillon. Désolé pour ça. L'INPI donne aujourd'hui la possibilité de corriger tous les pouvoirs des dirigeants plus facilement. Elle prend note des lacunes concernant les formalités sur les sociétés avec des sièges à l'étranger. Alors ça, c'est un sujet dont je vous parle depuis 2 ans, je pense, mais au départ, on était même un peu tombé de notre chaise parce que quand on avait réclamé pourquoi les sociétés étrangères n'étaient pas concernées par le guichet unique, on nous avait dit que ça avait été oublié. Alors, comment on peut oublier ça Moi, je n'ai pas la réponse. Aujourd'hui, on nous dit que le développement est en cours. Alors, si vous ne savez pas où on se situe, nous, on est à Hénin-Beaumont. C'est à 30 km de Lille, qui est elle-même à 20 km de la Belgique. On a parfois des problèmes avec ça, on n'arrête pas de se plaindre, mais se plaindre ne permet pas forcément d'accélérer les choses. En tout cas, le développement est en cours, c'est une grande avancée. Nous touchons presque le bout. La petite session questions-réponses, alors j'imagine qu'on a été complet, ou en tout cas que vous avez oublié de commenter depuis le départ. Si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à les poser maintenant. Il va y avoir un délai d'à peu près une 30aine de secondes afin que je puisse visualiser votre commentaire. De mon côté, en attendant, je vais vous expliquer un peu les raisons de notre existence. Pourquoi externaliser Alors en fait, pourquoi externaliser C'est assez simple aujourd'hui. L'externalisation des formalités juridiques, ça vous apporte de l'efficacité, ça réduit vos coûts, ça augmente la précision. Moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'en fait, avoir un cabinet de formalistes à côté de soi, ça permet d'éviter d'avoir à faire des formalités. Aujourd'hui, sur le guichet unique, c'est plutôt un luxe. Ça va vous faire gagner du temps à la personne qui était censée les effectuer parce que elle va pouvoir se concentrer sur la rédaction des actes, sur le conseil, sur l'accompagnement des clients, sur la relation client. Ça va réduire vos coûts. Pourquoi ? Parce que ce gain de temps représente de l'argent et parce que l'enveloppe que coûte un formaliste est transparent pour le client. Les honoraires, ce ne sont pas vous qui les réglez, c'est votre client. Et tout ça, qu'est-ce que ça génère ? Ça génère une charge mentale qui est retirée. Quand vous savez que vos formalités sont accomplies par MSB en toute simplicité et que vous allez avoir votre cabis sans trop de problèmes, eh bien, c'est toujours plus simple de se dire ça qu'imaginer devoir accomplir l'ensemble des formalités, gérer les rejets, les aléas et se retrouver avec un client sur le dos parce que parfois les dossiers vont un peu traîner. Ça, c'est un sujet de plus en plus important. Je pense que la charge mentale dans les études notariales, dans les cabinets d'avocats est plutôt importante. Si vous avez la chance de pouvoir déléguer à des cabinets de formalité qui ne font que ça et qui sont experts en la matière, il faut le faire. Là, durant la partie de Clément, on vous a présenté à peu près une dizaine de pièces. Dans cette dizaine de pièces, vous avez autant de raisons que de pièces de vous tromper, d'avoir une erreur, d'avoir un oubli. Et nous, en fait, on a cette capacité systématiquement d'aller vérifier les infos, savoir avec qui on travaille, comment il travaille, quelle est sa marge d'erreur, quelle est sa marge de rigueur par rapport aux demandes des pièces. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée puisque ça vous permet d'avoir des dossiers qui sont passés plus vite et sans à-coups par rapport à vos clients. Voilà, pour aujourd'hui, nous en avons terminé. Alors, je vois qu'il n'y a pas eu de questions. N'hésitez pas en tout cas à nous les poser au besoin. On vous répond. Je suis moi-même présent sur LinkedIn avec un post tous les 2 jours à peu près. Je vous parle du guichet unique, je vous parle de l'actualité, on parle de l'évolution d'MSB. On est aussi présent sur Internet. Notre site Internet est présent
juste ici. Et puis n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande, on se tient à votre disposition. Alors le prochain webinaire sera certainement au mois de septembre. Je vous invite tous à vous enregistrer dessus parce que il va se passer des choses incroyables pour notre cabinet. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais il se pourrait que vous soyez tous et toutes surpris. Donc restez aux aguets, suivez les changements, et puis nous on vous dit à bientôt et passez de bonnes vacances. Bonnes vacances.